Bonsoir et ravi de vous retrouver sur le Grand Oral. Bonsoir Emmanuel Bach. Bonsoir. Bonsoir. Alors le public vous connaît en tant que comédienne. Vous avez interprété des rôles marquants à la télévision, notamment dans la série Un village français. Aujourd'hui, vous dévoilez une autre facette de vos talents avec ce documentaire très particulier intitulé Autoportrait de mon père. Et votre père, c'est Jean-Pierre Elkabbach, cet immense journaliste qui nous a quittés il y a 2 ans, le 3 octobre 2023, inhumé 3 jours plus tard, le 6 octobre. Le lendemain, le monde basculait, c'était le 7 octobre. Et depuis, moi je me demande chaque jour comment il aurait réagi le 7 octobre face au déchaînement de violence, de cruauté, à l'explosion après de l'antisémitisme. Et aujourd'hui, avec la libération des otages 2 ans plus tard, il aurait pris le premier avion. Ah bah, il aurait pris le premier avion. D'abord, je ne peux pas répondre à sa place parce que ça, c'est un truc qu'il ne supportait pas. Bah, très bien, vous allez nous raconter un peu comment ça se passait. Mais ce que je sais, c'est qu'il aurait été comme un fou. Il aurait passé des appels à tout le monde. Il aurait pris l'avion, le bateau, la voiture, la trottinette, tout. Il aurait monté des éditions spéciales partout. Il aurait rencontré tout le monde. Alors, curieux, créatif, hyperactif, émotif, passionné, cultivé. Jean-Pierre Elkabbach est devenu une référence journalistique en France. Il a accompagné la vie politique en France et à l'international. Alors, avant que l'on diffuse un premier extrait de votre documentaire, moi je voudrais vous dire que j'ai regardé ce film avec beaucoup d'émotion, car j'ai eu la chance et l'honneur de travailler à ses côtés, d'apprendre chaque jour quand on se retrouvait, et je lui dois en grande partie le fait d'avoir pu travailler dans des rédactions où Jean-Pierre Elkabbach a laissé une grande marque, une grande empreinte pour une génération de journalistes. Mais qui était vraiment Jean-Pierre Elkabbach? On va en parler avec vous, Emmanuel Bach, sa fille. Mais tout d'abord, on regarde un extrait, Autoportrait de son père. Regardez, de mon père et de son père, regardez cet extrait, cela vaut mieux que de longs discours. Il y a, autour du jour de ma naissance, une légende que mon père, Jean-Pierre Elkabbach, m'a racontée des dizaines de fois. Quand ma mère était sur le point d'accoucher, mon père, lui, était ici, à la maison de la radio. L'actualité était brûlante. Jean-Pierre Elkabbach. Oui, en direct. Eh bien écoutez, Jean-Pierre Elkabbach, c'est absolument extraordinaire ce qui se passe ici. Nous sommes en plein boulevard Saint-Germain et 3 fois... Étudiants en révolte, travailleurs en grève, gouvernement aux abois et, ce 30 mai 1968, De Gaulle disparaît. On le cherche. Les rumeurs les plus folles circulent. Enfin, le téléphone de mon père sonne. On a retrouvé De Gaulle, lance-t-il? Non, Jean-Pierre. Vous avez une fille. Le ton est donné. Mon père a déjà pour son métier de journaliste une passion dévorante. Je vais devoir le partager avec elle. Déployer tous les stratagèmes pour attirer son attention. Rivaliser avec l'histoire en marche et les soubresauts de l'actualité. Car ce jeune journaliste encore peu connu est promis un bel avenir. 13h, le journal de France Inter. Jean-Pierre Elkabbach présente le journal. Il va se faire un nom sur France Inter, puis à Antenne 2 et Europe 1. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Diriger des rédactions, des antennes radio et des chaînes de télévision. Et de toute la région de Tatung où nous sommes. À certaines périodes de nos vies, je l'ai peu vu. Mais chaque minute passée ensemble était une aventure joyeuse et complice. Derrière la cuirasse du personnage public se dissimulait un homme chaleureux, enthousiaste, drôle, tendre, passionné. Un homme pudique, secret, marqué au fer rouge par les blessures de son enfance. Cet homme, c'était mon père, Jean-Pierre Elkabbach. Comment vous est venu ce besoin de raconter et de vous raconter à travers lui? Mais en fait, l'idée de départ, c'était une idée que j'avais eue avec lui. C'est-à-dire qu'on voulait faire quelque chose ensemble, on en avait parlé. Et parce que moi, j'avais cette obsession d'essayer de le montrer et de sortir de la caricature un peu de cet homme, de cette statue un peu figée de l'homme qui a traversé la Ve République, est connu, est président de ça. Donc je voulais qu'on rencontre un peu plus l'homme privé que certains connaissent, peut-être vous l'avez connu, plus chaleureux, plus tel qu'en lui-même, et plus complexe. Alors ce titre est très beau, hein, Autoportrait de mon père, c'est donc évidemment une mise en abîme, vous le dites. Alors, qui raconte qui dans le film? On vous découvre aussi à travers lui. Alors ça, vous voulez vous raconter?
Non, je raconte la vie d'un homme hors norme et quand on est sa fille, comment on accompagne ça. Comment on accompagne ça? C'est difficile parfois, c'est passionnant, c'est hors norme. Mais en même temps, c'est une histoire assez universelle d'une fille et son père. Comme toute fille et son père, c'est à la fois extrêmement banal et en même temps, ça n'est que mon père, mais c'est tout mon père. Voilà. La passion du questionnement, la soif de savoir, la soif d'être le premier quelque part. D'où cela vient-il? De son enfance? Bon, je pense que ça vient de son enfance. Je pense que c'est aussi un trait de sa personnalité, cette espèce de curiosité maladive et peut-être parfois même pathologique, on peut dire. Enfin, je veux dire, cette obsession et aussi, peut-être ce qu'on ne dit pas assez, cette gourmandise de la vie. Cette espèce de gourmandise, d'être du moment présent, d'accompagner. Il a investi sa vie et son époque. Donc... Avec un événement structurant, brutal, évidemment soudain, la mort brutale de son père, c'est l'événement marquant qui forge sa personnalité et son tempérament? Oui, ça l'a percuté, oui. Je pense que la mort l'a accompagné dans sa jeunesse, très tôt, la mort de certains amis, et puis le percute en plein fouet par la mort de son père. Et ensuite, il y a aussi une forme d'humiliation sociale qui l'impacte, dont il ne parlera jamais. Mais le fait d'aller demander de l'argent pour survivre, le fait de aller chez sa tante toutes les semaines, de rester à la porte, d'être humilié parce qu'ils n'avaient pas d'argent, d'être pauvre, je pense que c'est quelque chose aussi qui le marquera. Alors, ce décès survient un jour de Kippour, le jour du grand pardon, mais lui ne pardonnera jamais, en tout cas pas pendant très longtemps. Jean-Pierre Elkabbach mettra de longues années avant de pardonner le ciel, d'après ce que l'on sait. Oui, ça marque une rupture définitive et très très longue avec la religion, parce qu'il n'arrêtait pas de me raconter cette histoire en me disant « Tu te rends compte, le jour où j'ai perdu mon père, le grand rabbin d'Oran vient me voir et me dit « Mais quelle chance tu as, fils, Dieu a récupéré ton père, Dieu a rappelé ton père. » Et ça, mon père, il ne l'a jamais pardonné. Et ça a marqué une rupture définitive jusqu'à 10 ans avant sa mort, je pense. Grâce avec effectivement son amitié avec Raïm Korsia, le grand rabbin de France, il a commencé à revenir et à lire le même texte que son père, le texte d'Isaïe au moment, effectivement. Et à chaque fois, il était la veille de lire le texte, souvent il était à faune. Oui, une fois, on s'en souvient, effectivement, il avait été à fond 2 jours avant, mais il a retrouvé la voie au moment d'y aller. On va écouter aussi donc, un extrait dans lequel votre père parle d'Oran, où il est né en 1937, dans cette Algérie qui était encore une colonie française. Très bien. J'ai gardé un attachement fort pour Oran. À chaque fois que je lis ou j'entends le nom, je suis à la fois ému et fier. Parce que c'est une part intime de moi. Je sens Oran tout le temps. Et les lieux, les gens, les parfums ne me quittent pas. Oran, c'est la ville où est mort mon grand-père, la ville du bonheur perdu. Oran, c'était la ville du bonheur perdu. C'était la ville, d'un bonheur perdu et d'un bonheur pas encore retrouvé, on va dire. Mais Oran, c'est aussi des longs moments passés sur la terrasse à regarder la France de loin, à rêver de culture, de rêver d'apprendre. Donc c'est aussi ça, mais c'est des parfums, c'est plein de choses qu'il retrouvera plus tard. Alors, il vous y emmène en 2006, à l'occasion d'une émission de Michel Drucker, Vivement Dimanche, qui lui est consacrée. On va regarder quelques images. Vous allez nous dire quels souvenirs vous gardez de ce moment-là. Bonjour, ça va? Monsieur. Merci d'être là. Ça vous plaît ici? C'est ma ville, c'est mon pays, c'est ma ville. Vous savez, là, je voulais le raconter à ma fille qui est venue, qui vient son premier voyage. Heureux de vous. On s'asseyait là avec des amis, là, comme ça. C'est bon, c'est très bon. Et vous savez, vous le faites aussi. On s'asseyait quand on était jeunes et on parlait, on disait on va aller en France, on va aller en France. Et j'habitais là. Regardez, ça c'est l'immeuble où j'habitais. Et
Et après la guerre d'Algérie, là, il devient journaliste et là, il est pris par le virus de l'info. Ça ne le quitte plus jamais. Là, il faut absolument regarder et écouter ce qu'il dit à ce moment-là. Nous étions tous jeunes, tous fous, tous prêts à vivre sans dormir, ou alors dans une voiture, ou dans un bureau, n'importe où, pour être proche d'un événement, proche du fait, partout. Et c'est ainsi que moi j'ai été désigné pour un des premiers voyages en province du général de Gaulle. Alors sa carrière a été marquée par une succession de moments. Vous allez nous en parler maintenant. Passage dans la lumière, épreuve, mise à l'écart, il rebondit toujours. Comment il fait pour rebondir à chaque fois ? Bon, déjà, c'est une force de travail quand même assez exceptionnelle. Enfin, je veux dire, ceux qui le connaissent, c'est pas qu'il est acharné, c'est qu'il est complètement dingue avec le travail. C'était sa raison d'être, c'était sa passion. Moi, je l'ai déjà vu travailler au stade où il s'endormait sur la table. Et même une fois, il s'est endormi la chaise en arrière et il s'est fracturé le crâne. Donc, c'était une force de travail extraordinaire. Et puis, une passion, une envie d'être là, une envie de faire partie de son époque, je pense. Alors ça, c'est effectivement, vous fournissez la transition, parce que pendant les années Giscard, avant donc 1980, l'arrivée de François Mitterrand au pouvoir, il devient un symbole, vraiment, du journalisme. Il dirige la deuxième chaîne française, et il est pris à partie par la gauche, qui en fait vraiment un objectif du pouvoir à battre. Et lui, un symbole, et lui, il dit, mais moi je veux, on est en train de changer d'époque, et en fait, c'est la liberté qu'on est en train de découvrir. Et on écoute cet extrait, c'est assez passionnant. Peut-être à cause de l'état des forces politiques en France, un moment historique privilégié pour l'information, qui est à la fois l'autonomie des responsables dans tous les secteurs, des programmes de l'information, etc. Un pluralisme, parce que nous donnons la possibilité à tous les leaders politiques, aux syndicalistes, à tout le monde de venir à l'antenne, et je dirais un stade non pas de libéralisation, mais de libéralisme auquel nous tenons et que nous vivons chaque jour. Et c'est pour ça que je disais que nous vivions une étape assez privilégiée dans le domaine de l'information, dans l'audiovisuel. Il faut adapter la télé aux technologies nouvelles. Il faut essayer de trouver un ton, un style adapté plutôt à la télé de 90 et de l'an 2000 qu'à la télé de mes débuts ou de mes grands frères ou de mes frères aînés. On a l'impression qu'il a tout inventé. Non, il n'a pas tout inventé. Il fait partie... Non, mais au moment où ils arrivent à la télé, quand même, dans ces années-là, la télé est encore un peu vieille, un peu cadenassée, et il va faire partie d'une génération, quand même, ce qui est quand même assez extraordinaire. Ils vont moderniser la télévision, ils vont la faire avancer. Il n'est pas le seul, il y a toute une bande de journalistes qui étaient passionnés. Moi, je me souviens, quand j'étais petite, ma mère était à TF1, donc rue Cognac-G, et donc je passais d'un couloir à l'autre. Et dans mon souvenir, ce qui me marque, c'est une espèce d'effervescence, de bouillonnement, des gens qui couraient, des gens qui étaient dans les couloirs, qui montaient dans les salles, qui collaient. Enfin, dans mon esprit d'enfant, c'est ça dont je me souviens. Une époque complètement dingue. Et qui effectivement a pu susciter des vocations sur cette effervescence, cette liberté, cette volonté de découvrir. Et puis, c'est la création, comme vous dites, des émissions nouvelles et d'une émission phare, celle qui a permis à l'interview politique en fait d'exister, carte sur table. Et là encore, c'est une innovation, une petite table, un studio sombre, des interviews sans concession, des invités, comme vous dites, à portée de baffe. Et le tandem El Kabbach-Duhamel s'impose. On regarde des scènes d'anthologie. Les deux journalistes passent au crible les grands fauves de la politique. Autour de la table, l'invité et ses deux hôtes sont à portée de baffe. De tous les acteurs de la scène politique, c'est à Georges Marchais que revenait la palme. Chaque coup porté à l'impérialisme, c'est une victoire pour le progrès social et la démocratie, et c'est une victoire pour la paix, pour un monde sans armes et sans guerre. Voilà la conception révolutionnaire qui est celle du Parti communiste français. Autrement dit, pour vous, la... Attendez, sur l'Iran, monsieur Marchais, sur l'Iran. Non. Sur l'Iran, on ne peut jamais aller au bout d'une démonstration. C'est sur votre exemple. Mais vous n'êtes pas payé au nombre de questions que vous posez. Monsieur Marchais, vous connaissez la formule de l'émission, soyez détendu. Mais oui. C'est ce qui permettra effectivement de montrer à quel point il y avait cette liberté. Et pourtant, paradoxalement, c'est cette liberté-là qui a été, au fond, réprimée, sanctionnée après l'arrivée de la gauche au pouvoir. Pourquoi elle n'a pas compris qu'avec ce personnage, on pouvait continuer à être libre ?
Je ne sais pas, ça je n'ai pas la réponse de ça. Mais en regardant les images, je suis frappée par la complicité de Duhamel et Jean-Pierre, mais en même temps de leur différence. Je veux dire, quand on les regarde physiquement, ils sont tellement à l'opposé, et je me dis peut-être que c'est ça aussi qui faisait que leur duo... Le gamin d'Oran, oui, avec celui qui vient d'une famille française, voilà, plus installée, voilà, protestante. En regardant ce duo-là, il y a quelque chose de... ça crée aussi un théâtre, ça crée aussi une dramaturgie en soi. Ce qui est fort dans ce film, c'est que vous donnez aussi à découvrir, comme vous l'avez dit, et c'est le résultat atteint, un être sensible, totalement à l'opposé de son image publique, et en particulier très sensible pour la défense de la cause des femmes. Avec notamment Gisèle Halimi, qui l'a accompagné en très longtemps, avec ses combats. Il se montre en faveur très vite de la liberté d'avorter, puis après il a continué avec les combats plus contemporains. Alors qu'on aimait à le dépeindre comme un conservateur, en réalité il est quand même très très en avance, il était avant-gardiste. Mais ce qui était important dans ce film, c'était justement de montrer, et ça à l'époque dans laquelle on est, je pense que c'est très important, que d'abord les êtres sont complexes, les situations sont complexes, et que les êtres, c'est pas noir ou blanc. Je veux dire, il y a des nuances, un être humain, c'est une mosaïque de contradictions. Alors que l'époque d'aujourd'hui, vous dites tu la nuance ? J'aurais tendance un peu à le penser, c'est-à-dire que si on n'est pas ci, on est forcément ça. Et donc moi j'ai tendance j'ai été élevée comme ça, à essayer d'aller rechercher, de comprendre que les choses sont beaucoup beaucoup plus complexes. Et lui, il était complexe, il était ni noir ni blanc, il était loin d'être parfait, il avait des qualités exceptionnelles, des défauts exceptionnels, mais il n'était pas cette caricature, il était à la fois très sensible et très froid, il était très chaleureux, très indifférent, il était passionné par son travail, c'est un animal social et en même temps un solitaire. Donc les êtres, c'est une mosaïque de sentiments, c'est une mosaïque, et c'est ça qui est important. Et c'est ça qui est, me semble-t-il, dans cette époque, fondamental. Les différentes facettes de Jean-Pierre Elkabbach, on continue à les évoquer avec vous. En 1994, il devient le patron de France Télévisions, qu'il modernise en donnant à la télévision publique la possibilité de rivaliser avec les groupes privés, en l'installant dans le monde moderne, en l'amenant donc sur le numérique, ce qui provoquera aussi avec ce succès une campagne contre lui et sa chute à cette fonction. Que plus tard il a regardé en disant au fond c'était une attaque antisémite, une campagne antisémite. Vous partagez ce point de vue aujourd'hui et à l'aune de ce que l'on vit depuis 2 ans? On va dire que je n'étais plus... Parce qu'il a dit, publiquement, il a assumé, il a affirmé après. Ce qui, moi, m'a marqué davantage, c'est sans doute les guignols. J'ai trouvé peut-être la caricature un peu grossière par moments. Mais, et un peu trop caricatural, justement. Voilà, sans doute, oui. Parce que c'est ce qu'il a blessé avec le temps. Il a regardé ça comme étant une campagne contre lui parce qu'il était... Oui, mais je pense que c'est au-delà de ça, c'est pas que ça, c'est que le personnage, mon père était un personnage complexe, difficile à cerner, et comme effectivement, il était électrique aussi, je veux dire, quand il passait quelque part, vous qui le connaissiez, il y avait derrière lui une électricité permanente, quelque chose dont il est aussi responsable. Donc, il se laissait pas facilement approcher, pas facilement connaître, donc, mais doit être un ensemble de choses, oui. Vous avez pendant un temps quitté la France à cause de cette haine France Télévisions, j'en ai eu un peu marre. Ouais. Après ce moment, cette vindicte. J'en ai eu marre. Ouais. Et de loin, vous avez vécu aux États-Unis pendant quelques temps. Vous revenez. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous revenez dans ce pays Déjà, ça m'a fait du bien de partir. J'ai un peu respiré. Et puis quand je reviens en 2002, déjà moi je tournais, donc je travaillais. Un peu plus apaisé quand même, un peu plus... Quand il faut comprendre, c'est difficile de comprendre une violence pareille. En 81, moi quand je rentre, j'étais aux États-Unis déjà, je rentre des États-Unis, j'avais vécu des émeutes raciales d'une violence absolument inouïe, mais vraiment terrible. Donc quand je rentre ici, j'ai du mal à comprendre cette violence... je ne suis pas parisienne, je ne sais pas comment la définir, qui est impalpable, mais en même temps tellement impactante. Et pareil, avec le scandale de France Télévisions, je me dis, je vais prendre l'air, je vais faire ma vie, et ensuite, de toute façon, on s'adapte à tout.
Aujourd'hui, c'est l'heure de la transmission. On pourrait parler encore des heures et même parler surtout de ces centaines d'écrivains qu'il a découverts aussi à travers l'émission Bibliothèque Médicis sur Public Sénat. Grande passion de découvrir les livres, de les faire découvrir, de faire découvrir les écrivains. Ça, c'est effectivement un moment et de s'élever par la lecture, exactement, et d'être moins dans l'actualité dans laquelle il était immergé tous les jours. Si aujourd'hui il y a un message à faire passer aux générations nouvelles dans le journalisme avec Jean-Pierre Elkabbach, c'est quoi? C'est une éthique de la découverte? Bon, la curiosité de tout, la connaissance, apprendre la géographie, l'histoire, toujours lire, écouter toutes les radios, lire tous les journaux en sachant qu'aucun n'est exempt d'une petite idéologie. De travailler, de recouper. Vous dites idéologie aujourd'hui, on a le sentiment que l'idéologie a remplacé la connaissance. Cette connaissance-là que l'idéologie, vous faites la promotion. Et que c'est travailler, recouper, et qu'à ce prix-là, peut-être, on peut approcher une certaine vérité de fait, comme le ferait un historien du présent. Vous voudriez qu'il y ait un jour un prix Jean-Pierre Elkabbach pour les jeunes reporters, pour transmettre justement cette éthique de la découverte de la curiosité, de la passion. Oui, j'aimerais bien. Et vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, dans le journalisme que l'on pratique aujourd'hui, est-ce que vraiment on a encore changé d'époque? Lui, il a cristallisé un changement d'époque. Mais est-ce que vous avez le sentiment qu'on a encore changé d'époque dans le journalisme aujourd'hui? Tel que vous le voyez, tel que vous le ressentez. On est dans un moment, de toute façon le monde change tout le temps, donc on est dans un changement, les journalistes sont complètement différents, les médias sont complètement différents, l'actualité en continu a changé beaucoup des choses, la donne, et puis quand vous regardez le rythme, le temps long des débats qu'il y avait à l'époque, aujourd'hui on est dans une espèce de rapidité du débat qui peut-être favorise moins une certaine profondeur, une certaine qualité d'échange, mais peut-être que je me trompe. Merci Emmanuel Bach de nous avoir fait connaître mieux encore Jean-Pierre Elkabbach, cet être marquant. Son empreinte effectivement manque aujourd'hui au regard sur l'actualité et on aime penser que son questionnement nous aide toujours à mieux comprendre ce qui se passe et à déceler chaque jour en fait quel monde arrive, dans quel monde on vit et quel monde est en train de nous arriver. Vous pourrez retrouver ce documentaire d'Emmanuel Bach co-réalisé avec Martin Weber sur la plateforme de France 5. On se retrouve tout de suite pour la suite du Grand Oral et je vous laisse avec Jean-Pierre Elkabbach. Bonjour Marine Le Pen. Bonjour. Vous n'avez pas honte? Pardon? Vous n'avez pas honte? Honte de quoi? Vous n'avez pas de regrets? En fait, j'essaie d'imaginer un scénario. Parce que si vous laissez un type faire un exposé, vous êtes perdu. Ce sont souvent des politiques qui passent dans d'autres médias. Ils ont tendance à se répéter. Mais comme nous, on les a lus ou entendus, quand ils commencent le « oui »,« non », on coupe. Ce qui fait qu'on était mal vus, etc. Et puis après, il y avait le dernier moment. Quand le type arrivait, je regardais, je voyais son humeur. Et c'est dans ce quart d'heure que vous devez tout de suite saisir comment le prendre ou pas. Un fanfaron, vous lui rentrez dedans. Un type en difficulté, un type attaqué par tout le monde que l'enfonçait pas. On va lui demander de s'expliquer. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir. Alors, depuis des années, on sait que vous vouliez être ministre. Vous êtes ministre, vous exercez d'une certaine façon le pouvoir. Est-ce que gouverner, c'est courir? Emmanuel Macron, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous connaissez la rumeur d'Alésia? Allez-y. Brutus aurait le projet de tuer César, vous connaissez? Il y a les émissions qu'on ne trouve pas ailleurs, ou que longtemps on n'a pas trouvé ailleurs, des émissions de débat de société. La télévision publique permet de traiter de problèmes culturels. Vous n'avez jamais, sur TF1, cassé un programme de divertissement, un feuilleton, les grosses têtes pour mettre à la place un direct sur la mort de Rabin ou la télévision publique peut le faire, même si ça coûtait de l'audience. La télévision publique, elle a des missions qu'elle a respectées. Cette date, je vous remercie de nous recevoir, Alain Duhamel et moi, pour cette émission Carte sur table d'Antenne 2, ici, dans votre résidence au pied des Grandes Pyramides. Le moment aussi nous semble opportun et symbolique. Il marque en effet le premier anniversaire, jour pour jour, de votre voyage historique et si audacieux à Jérusalem. Ce voyage inaugurait un long chemin, un long processus de paix qui vient de vous valoir le prix Nobel de la paix que vous recevrez avec M. Begin dans 3 semaines à Oslo. Vous avez dit en Israël « jamais plus la guerre ». Un an après, est-ce que vous pensez que la guerre est une issue que vous écartez de toute façon définitivement? Yes. Oui. Ça, je peux vous le dire. Je l'ai dit auparavant d'ailleurs. Jérusalem
Comme je l'avais donc dit à Jérusalem, que la guerre d'octobre soit la dernière guerre entre nous. Après l'entretien, la caméra enregistre quelques instants de off pendant lesquels le prix Nobel de la paix égyptien se dévoile. J'imagine le bonheur de mon père de côtoyer l'histoire en marche. Vous comprenez bien le français? Je comprends bien le français, mais I use English. Vous croyez que les jours qui viennent vont rendre nécessaire une initiative de votre part? Peut-être. Peut-être. Et vous savez laquelle déjà? Oui. Je sais. As I told you now, whatever efforts needed, I shall be doing it, and I have lots in my pocket. J'ai beaucoup. Il vous reste beaucoup de cartes.